Hello, hello, hello. Comment allez-vous, très cher ami? Quant à moi, Dieu merci, tout semble aller mieux et je vous souhaite la même chose, surtout à nos parents en Guinée qui vivent sous une dictature qui dépasse même le mot dictature. C'est sous la tyrannie. Aujourd'hui, le Guinéen ne vit pas. Tous les Guinéens au pays sont en prison à ciel ouvert. Mais ce qui est encore inquiétant, qui est choquant, de la dictature, on passe au nazisme. Vous savez, la méthode nazie, c'était quoi? Quand ils ont un problème avec toi, tu fuis, on vient s'attaquer à ta mère, à ton père, à tes enfants, on s'attaque à ta famille. Et c'est cette méthode que Mamadi est en train de faire actuellement en Guinée. On a tous suivi le cas de Claude Pivy après l'évasion de la prison de Corentin. Mamadi est tombé sur la famille de Claude Pivy. Et je ne sais pas, mais je crois jusqu'à présent les enfants de Claude Pivy sont en prison. Il semblerait, je le dis en conditionnel, il semblerait qu'un de ses enfants est même mort. C'est ça la méthode Mamadi. On a vu les dizaines de chars de combat tomber, c'est-à-dire qu'ils sont partis chez Sadouba. Parce que Sadouba, entre-temps, je crois qu'il n'était pas trouvable avant qu'il se rende lui-même. Mais on avait investi chez lui. On a tout cassé chez lui. Et c'est la même chose qui arrive actuellement. Depuis la fuite de Mohamed Doussou Traoré, l'ex-DG de Patrimoine Bâti, son domicile est pris en assaut par les forces spéciales. Depuis ce jour-là, chez lui, c'est-à-dire c'est encadré, c'est encerclé par les forces spéciales. Les membres de la famille sont séquestrés. Il semblerait que certains membres même ont été arrêtés. Ils sont retenus en otage. À l'intérieur de la maison, on empêche toute visite, aucun mouvement. Parce que c'est une manière inégale de forcer Doussou, Mohamed Doussou Traoré, de revenir pour se livrer à son boulot. Parce que Mamadi, au-delà du détournement là, je crois qu'il y a quelque chose de plus profond entre lui et Mohamed Doussou. Parce qu'il dit quand ce dernier l'échappe, il a certains secrets que Mamadi ne veut pas qu'il divulgue ça un jour. Donc il faut l'éliminer physiquement. Donc il prend la famille de Mohamed Doussou à l'heure là, le patron, l'ex-patron de Patrimoine Bâti, en otage. Il dit, pour échanger la liberté de ta famille, il faut te rendre. Comme le cas de Claude Pivy, textuellement, qu'il faut te rendre. Et cela viole le b.a.-ba même du droit, de la responsabilité pénale, partout au monde. La faute que toi tu fais, on ne peut pas faire incomber ça pour ta femme ou sur tes enfants. Tu es responsable pénalement, la responsabilité est strictement individuelle. C'est pas parce que le père est parti voler quelque part, a détourné. Maintenant, quand il fuit, on vient prendre sa femme, ses enfants, ses frères, on prend tout le monde. On dit, bon, tant que votre père ne vient pas, on ne va pas vous rebeller. C'est-à-dire, on remplace
le fuyard, le fugitif par ses membres de la famille. Mais c'est la méthode du Gestapo. Au temps de Hitler, c'est ça que les Allemands faisaient. C'est pourquoi j'ai dit que Mamadi, de la tyrannie, il passe maintenant au nazisme. Vous savez, les nazis, l'idéologie principale du nazi, c'était quoi? Le chef, l'État et le peuple. C'est-à-dire l'idée selon laquelle le peuple est uni, il doit être contrôlé, conduit, contrôlé et soumis à un chef unique et incontesté. C'était Hitler. Donc Mamadi, dans son subconscient, tout Guinéen est son sujet. C'est-à-dire il a le droit de vie et le droit de mort sur chaque Guinéen. Si vous vous rappelez bien, ce député sénégalais, j'ai oublié son nom, il disait au Nigeria, lors d'une rencontre des parlementaires du CEDEAO, il disait tout Guinéen doit se considérer à partir du moment où un général de l'armée, qui était le numéro 2 du CNRD, a été torturé, tué, que tout Guinéen doit se considérer comme un souci. C'est-à-dire demain, ça peut tomber sur toi, sur l'autre. C'est ça, Mamadi. Mamadi, c'est un malade, c'est un psychopathe. Mamadi est né dans la violence. Mamadi il n'a pas grandi dans un milieu où il y a le dialogue, où les choses s'arrangent par la parole. Mamadi a grandi dans la violence. Toute sa vie, tout ce qu'il connaît, pour lui, toute chose se règle par la force. C'est ça, Mamadi. La force brute, brutale et sauvage, c'est ça, Mamadi. Mamadi, le seul langage qu'il connaît, c'est la violence. Mais regardez, lorsque il avait demandé de rapatrier Alpha Condé, je ne sais pas, en Turquie, le jour même, il est parti tomber sur Al-Barak. Ils ferment leur bureau et tout ça. On dirait, mais c'est pourquoi je vous dis que ce bonhomme-là, c'est le mal, c'est la racine de la mal, du mal guinéen actuellement. Quiconque arrive à éliminer Mamadi devient un héros pour les Guinéens. Parce que c'est le mal commun. Mamadi n'est pas humain. Il n'est pas comme vous, il n'est pas comme moi. C'est pas quelqu'un qui raisonne. C'est un brute à l'état pur. C'est un sauvage et un barbare qui est dans le monde des hommes civilisés. Il ne doit pas être... C'est-à-dire, Mamadi, le considérer comme un être humain, c'est une insulte pour les humains. Donc, très cher ami, c'est ce que je veux vous faire comprendre. On a affaire avec un diable. On a affaire avec un morse. Celui qui n'a pas de pitié. Mamadi a tué plus de 300 gardes-corps d'Alpha Condé. Avec les balles à fragmentation qu'on n'utilise même pas dans les champs de guerre. Et il a pris les corps. Qu'est-ce qu'il a fait avec les corps? Il a brûlé les corps. Est-ce qu'un être humain peut agir comme ça? Brûler les corps pour faire disparaître. C'est-à-dire, c'est comme si c'est les gens qui n'ont jamais vécu sur cette terre. Un jour, les enfants de Sédou ne diront jamais voilà le tombeau de notre père. Ces 300 tués le 5 septembre, ils n'ont pas de tombeau là où leurs descendants, les enfants, il y a beaucoup d'entre eux qui étaient très jeunes. Certains même venaient de se marier. Aboubakar Kamara, ou Kaba du moins, Draman Kaba, ce jeune de 19 ans, qui devrait se marier même 2 semaines après.
Mais elle n'a jamais pensé ce 4 septembre, en sortant de la concession à colère, il disait à sa mère, vous avez envoyé les dots, les colas de la dot pour mon mariage bientôt, mais je suis en service aujourd'hui. Demain, dimanche, je serai en congé jusqu'au lundi. Il disait ça à sa mère. Mais il ne savait pas que ce diable qui s'appelle Mamadi Doumbouya allait mettre fin à sa vie. Ce gamin de 19 ans, à l'âge de la fleur, est sorti de la maison, il n'est plus revenu. Sa mère disait, tous les jours je continue à pleurer parce que je n'ai plus revu mon fils. Il dit, je n'ai pas vu son cadavre pour pouvoir le dire au revoir pour une dernière fois. Parce que Mamadi leur a imposé cette double peine. C'est-à-dire, tu condamnes quelqu'un à mort et son corps, tu ne remets même pas son corps à sa famille. Dans toutes les religions du monde, dans toutes les traditions du monde, même ton pire ennemi, après la mort, tu dois remettre le corps à ses parents. Parce que être brutal avec le cadavre, la profanation de l'être humain, chez Dieu, c'est impardonnable. Et toute cette attitude, ces caractères, ce comportement de Mamadi, on a affaire avec un animal. Mamadi n'est pas un humain. Mamadi est né dans cette douleur. Mamadi aime le sang. Mamadi vit dans le sang. Donc pour Mamadi, tout Guinéen qui va s'arrêter devant lui, va le tuer. Parce que pour lui, il a braqué un pays. Et ce pays l'appartient maintenant. C'est ça Mamadi Doumbouya. Mes chers amis, vous savez l'arme la plus puissante entre la main d'un oppresseur, c'est l'esprit des opprimés. Parce que l'oppresseur, le dictateur, le tyran, quand il sait que le peuple a peur d'agir, pour lui, c'est ça sa force. Parce que la force de Mamadi, c'est notre inaction. Parce qu'on n'agit pas. Parce qu'on le regarde en train de faire tout ce... Il n'y a même pas, je ne sais même pas comment dire, je me dis qu'il n'y a aucun pays au monde où ce qui se passe en Guinée pourra se passer sans que la population ne se révolte. Aucun pays au monde. Parce qu'aucun homme ne saurait être un monstre. C'est lorsque le peuple le donne le pouvoir. C'est lorsque le peuple le laisse faire. Parce que tant qu'il ne vous voit pas réagir, pour lui, ce qu'il fait est tout à fait normal. Et c'est ça qui se passe en Guinée à l'heure-là. Parce que dans la vie, il y a plein de choses qu'on peut acheter dans la vie. Parce qu'on dit que quand un pauvre est pauvre, quand un pauvre a faim, il accepte tout. Et à la limite, il peut vendre sa dignité. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas acheter dans la vie, quelle que soit la situation. C'est la moralité de quelqu'un. C'est le savoir-vivre, le savoir-faire de quelqu'un. L'argent n'achète pas ça. L'intelligence, l'argent n'achète pas.
dans une population, une société pauvre, où les gens n'ont pas quoi manger, où chacun cherche le petit pain le matin. Mais vous verrez ceux qui ont ce qu'on appelle l'ambétigui au manding, ou woré en basse-côte, c'est-à-dire les gens qui se disent malgré cette pauvreté, malgré ces difficultés, je resterai digne. C'est cette intelligence et cette moralité que nous devons avoir à l'heure en Guinée. Parce que le mal en Guinée, c'est quoi? C'est nous l'élite. Je parle de l'élite intellectuelle, je parle de l'élite religieuse, je parle de l'élite des mondes des affaires. Nous qui sommes, je dirais comme ça, qui ont une influence, une certaine influence sur la société. C'est nous qui avons trahi ce peuple de Guinée. C'est nous qui trahissons ce peuple. Mamadi seul ne peut rien. Mais Mamadi, il s'entoure comme les Makamira Kake, les Kiridi Bangoura, les Badi Haribo, et je prends, si vous prenez les Lansana Kouyaté, les Ousmane Kaba, les Komara et plein d'autres intellectuels. Et quand tu prends dans le monde des affaires, c'est les KPC, les Sadakadi, les Sonoko, Antonio Soare. Tu prends dans le monde religieux, c'est les religieux corrompus. Le bas peuple est silencieux partout au monde. Le bas peuple, ceux qui n'ont aucun pouvoir d'action ou d'influence sur la situation dans une société, c'est ça qu'on appelle le peuple. Ce peuple silencieux a besoin de nous, l'élite, l'élite religieuse, l'élite intellectuelle, l'élite des mondes des affaires. Ils ont besoin des guides. Mais quand ces guides démissionnent, dit, on va le laisser, il n'a qu'à faire ce qu'il a à faire, tant pis, ce qui adviendra, adviendra. C'est cette démission collective de nous tous, qui fait qu'aujourd'hui, Mamadi fait ce qu'il veut en Guinée. C'est ça qui fait que Mamadi se dit qui va reconstituer l'empire. Je ne vais pas appeler ça l'empire mandingue parce qu'il ne connaît rien de l'empire mandingue. Peut-être l'empire Mamadia ou Doumbouya, je ne sais pas. C'est ça, effectivement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans une telle situation? C'est l'éveil des consciences. Il faut quelque chose qui va déclencher cette révolte en nous. Parce qu'il faut qu'on se révolte contre nous-mêmes pour pouvoir lutter contre Mamadi. Mais tant que nous sommes dans cette prison féroce que j'appellerai la peur, tant que nous sommes enfermés dans cette peur-là, Mamadi va nous tuer tous comme les idiots. Il va nous éliminer tous comme les idiots. Mais regardez ce qui se passe. On dit le lundi que les pèlerinages, l'inscription est ouverte et puis on fixe le prix de 54 millions et tout ça. Les gens viennent pour s'inscrire, on dit qu'il n'y a plus de place. C'est parce que le peuple est là, il regarde. Comment vous pouvez dire aux gens, le lundi, 24 heures que l'inscription est ouverte, les gens viennent vous dire non, il n'y a plus de place. Au commun des mortels des Guinéens.
avant l'arrivée de Mamadi, chaque préfecture de la Guinée avait un quota. C'était toujours comme ça. On donne un quota à chaque préfecture. Mais on ne vient pas un beau matin, on dit aux gens, la liste est ouverte, ils viennent, ils disent non, il n'y a plus de place, tout est vendu. C'est parce que ces bandits-là, les milliards qu'ils ont volés, qu'on entend là, pour eux, ils vont envoyer les gens avec l'argent sale là, qui vont aller prier pour eux à la Kaaba. Mais Dieu n'accepte pas la prière d'un mécréant. Dieu n'accepte pas la prière de l'argent volé. Ce n'est pas possible. Chers compatriotes, l'histoire jugera un jour que la Guinée a connu un jeune venant de Nabaya, sortant de nulle part, qui s'appelait Mamadi Doumbouya. Qu'un beau matin, un dimanche tranquille, à 4 heures du matin, aidé par les mercenaires américains, français, bissau-guinéens, sénégalais, ont attaqué la première institution de la République de Guinée. Ils ont pris le président démocratiquement élu, le professeur Alpha Condé, pour l'exhiber dans un quartier acquis à l'opposition, Pambeto, et dans le même quartier. Le lendemain, on a vu des militaires, les Marines américains, applaudis comme libérateurs dans le même quartier. Ça serait écrit. Et les plus jeunes, qui aujourd'hui peut-être ont 10 ans ou moins, qui s'intéressent très peu à ça, qui sont beaucoup plus là, sur TikTok ou réseaux sociaux, même les plus âgés, et diront, ouais, j'étais là, ça s'est passé, j'avais 10 ans, je ne savais pas comment ça s'est passé. C'est pourquoi il est bon d'écrire les événements comme ça. Parce que Mamadi, ce que les gens, les plus jeunes doivent comprendre, ce que Mamadi a fait le 5 septembre, c'est la première fois dans l'histoire de la Guinée, c'est-à-dire l'histoire récente de la Guinée, de 58 et maintenant, c'est-à-dire 67 ans, ça ne s'est jamais passé. C'est la particularité. La deuxième particularité, c'est la première fois dans l'histoire guinéenne que quelqu'un qui ne fait même pas partie de l'armée guinéenne aille chercher les mercenaires étrangers pour venir s'attaquer à la première institution de la République. Et l'histoire retiendra aussi que c'est la première fois dans l'histoire guinéenne qu'un hélicoptère atterrit au siège de la présidence au palais Mohamed V. C'était le 22 décembre 2021. Et dans l'hélico qui atterrit à la présidence, disons, là où on considère présidence, le palais Mohamed V, les deux officiels français qui étaient dedans, c'était Bernard-Ali Lévy. Bernard-Ali Lévy, c'est le philosophe espion français qui a aidé à tuer Kadhafi, qui a aidé Sarko à éliminer Kadhafi. Il y avait le chef d'état-major des militaires français qui sont au Sénégal. C'est les deux personnes. Ils ont été reçus sur le tarmac même. Pour une première fois, un hélico atterrit le siège du président. Les deux personnages ont été
reçu par la femme de Mamadi et l'ambassadeur de la France en Guinée. Ils ont introduit les étrangers, ces deux espions, qui sont partis voir Mamadi. Mamadi était là, oui, sa femme et tout. C'était pour leur remettre, c'est ce qu'on appelle tous les documents top secrets de la Guinée. C'est-à-dire depuis 1958, les documents top secrets qui se trouvaient dans le coffre-fort d'Alpha Condé à Sékou Touré, tous ces documents-là, Mamadi leur a remis. C'est-à-dire, par leur intermédiaire, il a remis ça à la France. Qu'est-ce qui était dans ces documents? Il y avait beaucoup de choses, mais les plus importants qui étaient dedans, c'est les documents qui se trouvent sur les clés USB. Il y avait les CD aussi. Je vous dis, les documents que Sékou Touré a laissés de l'indépendance, c'était les relevés topographiques de toutes les richesses qui sont en Guinée, leur position, là où ils sont, la quantité jusqu'au 100 millième degré. Les géologues peuvent nous aider à comprendre ça. Donc, c'est ces informations stratégiques que Mamadi leur a remis. Il a remis la Guinée à la France. Actuellement, les Français savent tout ce que les Guinéens ont comme richesse, là où cela se trouve, dans quel centimètre sur le territoire guinéen, ils le connaissent. Vous demanderez à un Guinéen lambda ou un grand intellectuel guinéen qui ne le connaît pas. Alpha avait dit dans une conférence de presse, il dit, voilà, j'ai la cartographie maintenant totale de ce qu'on a. Nous continuons encore les recherches. Il dit, mais ça, je ne vais pas remettre ça à quelqu'un. Alpha l'a montré. Donc c'est ça que Mamadi a remis aux Français. Avant le coup d'État, quelques mois avant, il y avait 265 projets d'exploration de toutes les richesses minières qui sont en Guinée. Il y avait des échantillons qu'on a trouvés. L'uranium, par exemple, à Kissidougou. On a trouvé les indices sur les terres rares, c'est-à-dire les minéraux qui rentrent dans la fabrication des téléphones portables, des ordinateurs. Il y avait des échantillons. Avec le coup d'État, ces échantillons ont disparu. Toute la documentation a disparu. C'est allé où? L'histoire retiendra que Mamadi est pire que le colon. Mamadi est pire que les colonisateurs. Parce que les colonisateurs ont été surpris par l'indépendance de la Guinée, le nord de la Guinée, le jour du référendum même. Lorsque Sékou Touré et ses camarades ils faisaient les tours dans la ville de Conakry. Sans ce moment que le gouverneur qui était en Guinée, le colon, lorsqu'il a senti que c'est le non qui allait remporter, il a fait venir un bateau du Sénégal. Ils sont venus à la Banque centrale pour prendre tout ce qu'on avait comme argent. Et prendre tous les documents, les projets qui étaient en vue, soit petit par exemple. Ils ont pris tout pris. Donc c'est ça, ce vide-là, que Mamadi aussi est venu crier pour les Guinéens. Parce que Mamadi, même mort, on n'aura pas, disons, atténué le mal qu'il a déjà fait au peuple de Guinée. Mais c'est à nous. Nous, quand je dis nous, je parle de tous les élites, jeunes, vieux, de prendre conscience de cet état de fait. Albert Camus disait que toute génération, chaque génération a une mission sur cette terre. Soit tu accomplis ta mission ou tu l'as trahie. Mais ne trahissons pas notre mission.
On ne peut pas laisser la Guinée dans la main de ces gars-là. Ce n'est pas possible. Préférons mourir que de laisser la Guinée dans la main de Mamadi. C'est dommage. Ça fait tellement mal. Quand je parle de la Guinée, à chaque fois quand je finis, je pleure. Je ne pleure pas devant vous pour ne pas vous décevoir. Mais après, quand je m'assois, je dis, mais comment cela est possible en Guinée? Actuellement, on entend le discours dominant. Ce discours dominant qui nous dit Simandou 2040. Nous dire que Simandou 2040 serait égal à la promesse du développement de la Guinée. C'est-à-dire un enfant qui a 15 ans aujourd'hui. On dit dans 15 ans, lorsque tu auras 30 ans, la Guinée sera développée. J'entendais même le ministre de la Jeunesse qui disait que en 2040, qu'on aura des problèmes de recruter, que parce que tous les jeunes de 25 ans seront employés. Mais on ne peut pas se foutre de l'intelligence des gens à ce niveau. On ne peut pas continuer à accepter que ces hommes incultes, c'est-à-dire qui ne connaissent rien de rien, se moquent de nous jusqu'à ce qu'ils viennent nous chanter leur moquerie en face de nous. Et s'asseoir, continuer à leur écouter. Et certains, par hypocrisie, leur applaudissent. C'est pourquoi j'ai un peu aimé, même pas, bon, je dirais comme ça, j'ai un peu apprécié la sortie récente de soi-disant ministre de l'économie et des finances, Mourana Souma, qui admet que les mines ne développent pas un pays. Mais je me suis dit, bon, il se distance un peu de ce discours conventionnel que tout c'est parce que quand Mamadi dit ça, la Guinée 2040, Simandou, ça va, les mines vont de... Quand Mamadi dit, ou Amara le dit, ou Bala Samoura, ou même Diba Diakité, ça ne peut pas me choquer tellement parce que je connais un peu leur degré d'analyse et de réflexion. Je sais que c'est les gens, intellectuellement, ils ne sont pas bien préparés pour pouvoir analyser une situation qu'on peut appeler développement ou pas. Ils ne connaissent même pas, tu leur demandes, ils diront, bon, comme tout le monde le dit, moi aussi je le dis comme ça. Mais un intellectuel comme Baouri, par exemple, qui répète la même chose, ou le soi-disant intellectuel comme Ousmane Gawal, et tant d'autres intellectuels en Guinée, bon, les Makanera et tout ça, là, le disent, ça m'étonne. Mais au-delà de l'étonnement, ça me choque. Parce que le b.a.-ba du développement, partout au monde, on dit que le développement par définition, c'est quoi? Parce que en Guinée, ce qui est un peu dérangeant, c'est que on aime répéter les trucs sans même savoir ce que ça veut dire. On se lance dans les discours de foi qui sont, je dirais que, je ne sais même pas comment appeler ça, c'est-à-dire on aime faire comme chanson en chœur, parce que l'autre l'a dit, moi aussi je le dis,
on peut comprendre. Bon, moi, je dis comme l'autre l'a dit, parce que quand tu demandes les gens, tu leur dis, mais qu'est-ce que tu appelles développement? Développement, c'est quoi? Il te dira, bon, il y a l'électricité, ça c'est le développement. Il y a la route, c'est le développement. Bon, il s'arrête là, la beauté, il y a la route, il y a l'électricité, il y a telle maison et tout ça là, où il y a des bus climatisés et tout ça. Tout ça c'est beau, mais ça, ce n'est pas le développement. On appelle ça les facteurs de modernisation. C'est les faits qui modernisent, on a fait les bus sont là, bien climatisés, il y a le Wi-Fi dedans, tout ça, c'est la modernité, c'est-à-dire le bus est moderne. Mais cela ne veut pas dire que c'est du développement. C'est à partir du moment que ces bus modernes-là sont fabriqués en Guinée, où ils ont des usines de montage en Guinée, et la fabrication et le montage de ces bus créent l'emploi pour les Guinéens. En créant l'emploi pour les Guinéens, il crée la recherche en Guinée. Et en créant cette recherche, il améliore les conditions de vie du Guinéen. C'est en ce moment qu'on parle du développement. Vous savez, j'ai eu la petite chance, je dirais comme ça, de fréquenter comme des centaines de jeunes Africains ou Sud-Américains de ma génération, de fréquenter une école qu'on appelle l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève. C'est IHID. C'était dans les années 96, 97, ça fait un peu vieux. Et dans cette école, dans cet institut où Kofi Annan même a fait ses études, Boutros Ghali et beaucoup d'autres, j'ai eu à confronter les concepts du développement. J'ai eu à apprendre qu'est-ce qu'on appelle développement. Et j'ai eu à apprendre les outils qui permettent de définir une action comme étant l'action qui va dans le sens du développement. Vous savez, le concept du développement, c'est multiple. Parce que quand vous prenez le développement sous l'aspect de la croissance économique, tout ça, jusqu'à l'aspect de l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, dans un monde qui est en constante évolution, le développement se résume comme étant l'amélioration des conditions de vie de l'homme. Cet être qui est l'être humain est le sujet et l'objet du développement. Tout développement qui ne met pas au centre de sa préoccupation l'être humain n'est pas le développement. C'est peut-être la modernité ou je ne sais quoi, on peut appeler ce qu'on veut, mais le vrai développement est fait par l'homme et pour l'homme. Ce n'est pas l'embellissement d'une ville qui fait dire que la ville est développée. Ce n'est pas parce que les États-Unis, il y a des buildings et je ne sais pas, les gratte-ciels où vous allez à Paris, tout ça, qu'on dit que ces pays-là sont développés. C'est parce que dans ces pays-là, tu es malade étant un être humain, c'est le droit pour l'État de te prendre en charge. Il y a des banques pour donner de l'aliment aux gens. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le bien-être social. Donc, tout développement
qui n'améliore pas la vie des citoyens n'est pas du développement. Et en Guinée, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'embellissement des plages. C'est l'exhibition des petites filles sur TikTok ou en parlant de Simandou 2040. Pour eux, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'éléphant blanc dans un désert. C'est tout sauf le développement. En économie, le développement fait référence au progrès économique et social dans une zone déterminée. Et cela englobe toutes les mutations structurelles dont la population doit bénéficier. Avant le 5 septembre, il y a eu des outils qui ont été proposés par le gouvernement Alpha Condé qui répondaient au concept du développement. Les mutuelles pour les femmes qu'on appelle les MIFA, c'est les outils du développement parce que ça créait, c'est ce qu'on appelle les activités génératrices pour les femmes. Ça faisait sortir les femmes de la pauvreté. Ça rendait les femmes autonomes en leur donnant les fonds de commerce, en créant une banque destinée pour eux. Parce que dans les banques classiques, on va leur demander le titre foncier, et généralement le titre foncier en Guinée et dans beaucoup de pays africains, c'est l'homme qui le détient. Et il y a trop d'autres critères, les banques ne peuvent pas. C'est pourquoi on a créé cette banque. Pourquoi? C'est pour améliorer les conditions de vie de nos mamans et de nos sœurs. Ça, c'est un outil du développement. Un autre outil du développement, c'est l'ANAFIG. L'ANAFIG, son financement, c'est 15% de nos recettes minières qu'on mettait dedans. Et cela, c'est pour construire les infrastructures socio-économiques dans toutes les collectivités locales. Et on ne s'est pas arrêté là. Dans la conception d'ANAFIG, c'est l'appropriation des outils du développement par les bénéficiaires. C'est-à-dire, on vient construire une école dans un village. On ne va pas aller prendre les ouvriers, si c'est à Boké par exemple, on veut construire à Kakandé. On va quitter Kakandé pour aller à Bokéville, ou bien Kamsar, on quitte Kamsar pour aller chercher les ouvriers à Bokéville. Non, on fait travailler les villageois. Les maçons qui sont dans le village sont eux qui vont construire l'école pour leurs enfants. Donc on redistribue, c'est-à-dire la richesse reste dans le village. C'est-à-dire le développement, c'est lorsque la production est faite par le sujet et généralement bénéficie le sujet. En ce moment, on appelle que l'appropriation ou la pérennisation de l'action est assurée. Parce qu'un père de famille qui construit l'école, là où son fils va venir étudier, même si on ne le payait pas, à plus forte raison qu'on le paye, il va bien faire le travail. Et demain, il ne va pas accepter quelqu'un venir casser les fenêtres parce qu'il sait que ça le profite. C'est l'objectif du développement, c'est ça. Parce que ce qui est difficile en matière du développement, c'est les charges recourantes, c'est-à-dire l'entretien après la construction. Et c'est l'appropriation aussi de l'action. Parce que quand l'action, les villageois se disent que c'est elle qui est venue construire, nous on s'en fout, c'est gâté, il va revenir. En ce moment, bon, c'est comme si tu viens faire une belle truc et puis avec les années, c'est abandonné. Mais quand c'est les villageois eux-mêmes qui travaillent, qui font ça eux-mêmes, ils savent que c'est pour eux, ils vont prendre soin. Dans la philosophie de l'ANAFIG, c'est ça. Donc ça, c'est les outils essentiels du développement. Mais aujourd'hui, malheureusement, tous ces outils ont disparu. On ne parle plus d'ANAFIG, on ne parle plus des MIFA, on ne parle plus d'Agnès.
Mais de quel développement on parle? C'est l'embellissement. De quel développement on parle? On parle de Simandou 2040. Mais vous savez, lorsque j'ai lu la sortie du ministre de l'économie Mourana qui admet que les mines ne développent pas un pays, ça m'a un peu réconforté. Je me suis dit, bon, pour une fois, lui l'a dit. Mais j'ai été un peu déçu parce qu'il n'est pas rentré dans les détails, il n'a pas expliqué réellement aux gens pourquoi il a dit ça. Parce qu'il est en contre-courant avec le discours dominant de ses patrons. Parce que Mamadi le dit partout, Amara le dit partout, Bala Samoura, Idi Amin, c'est-à-dire tout le monde le dit partout. Toi, tu viens dire le contraire. Mais il fallait rentrer dans les profondeurs. Mais il n'a pas... Il a dit, c'est comme si tu jetais quelque chose comme ça. Vous savez, un intellectuel, quand tu parles, tu argumentes. Mais nous savons en Guinée, les gens ont peur. Même s'ils le savent, ils ont peur de parler trop. Je me dis que peut-être, nous pouvons quand même rentrer dans les détails, dire à peu près ce qu'il veut dire dans ça. Je sais que Baouri, il le sait, Baouri aussi le sait, c'est les gens, ils le savent, ils le disaient avant même. Mourana a dit ça parce que à sa rencontre avec la mission de la Banque mondiale, ceux-ci l'ont dit, mais le discours dominant à l'heure-là de ton gouvernement, c'est de faire les mines comme le facteur le plus important pour le développement de la Guinée. Il dit les mines, ils peuvent être les éléments déclencheurs des secteurs de croissance du développement, mais ils ne peuvent pas être considérés comme étant l'élément du développement. Parce que le problème avec les mines, c'est quoi? Les mines, c'est les matières premières qui sont épuisables. C'est-à-dire, ça va finir un beau jour. Ce n'est pas éternel. Mais quelle que soit la quantité que tu exploites, ça va finir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les mines, c'est quoi? Les mines, ces matières premières des mines, les prix sont fixés à New York, aux bourses de New York, de Londres, ou à Tokyo, là-bas, et tout ça. C'est-à-dire, les pays qui ont des matières premières n'ont pas la maîtrise sur les prix. Donc, les prix sont volatiles. Il y a un cycle de 25 ans en matière de matières premières mines, là. C'est-à-dire, à chaque 25 ans, il y a la croissance, la hausse des prix, ou il y a la baisse des prix. On a vu le choc pétrolier des années, je crois, 76 ou quoi, là. Ça arrive. Mais au-delà de tout ça, lorsque toi, tu comptes seulement sur la terre rouge qu'on vient prendre chez toi, la tonne, c'est à peu près combien? Pas plus de 100, 200 $, qui n'est pas transformé chez toi. C'est lorsque tu envoies chez celui qui vient prendre, qui fixe le prix. Parce que c'est l'utilisateur, celui dont tu te vends là. Toi, le produit, la matière première t'appartient. Mais c'est celui qui vient te prendre qui fixe le prix. C'est lui qui vient avec son argent pour exploiter ce mine-là. Les mines en Afrique, généralement, ce n'est pas exploité par les Africains ni par l'État. Dans beaucoup de pays africains, l'exploitation de nos matières premières est faite par les expatriés. Vous savez pourquoi cela? C'est parce que nos matières premières qui sont là, ils sont dans les endroits qui ne sont pas accessibles. Et quand ces gens-là viennent, c'est-à-dire les 70% de financement sur les mines en Afrique, les matières premières, c'est dans l'exploration et la préparation pour la production. Ce n'est pas la carrière. Hein.
Parce qu'il vient, il trouve que ces mines-là sont dans les endroits où il n'y a pas de route, il n'y a pas... C'est-à-dire, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a pas... Donc, beaucoup d'argent est dépensé dans ça, là, pour aller chercher la matière, là. Donc, finalement, nous, les Africains, généralement, quand tu remarques, il y a peu d'Africains qui se lancent dans l'exploitation minière en Afrique. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas. Ils existent. Il y a des pays qui encouragent les locaux, les nationaux de se lancer dans l'exploitation des matières qui se trouvent chez eux. Mais la difficulté, de fois, c'est les financements de base au départ, là. Ça demande beaucoup d'argent. Parce que quand tu exploites, l'exploitation, le lieu d'exploitation se trouve à 100 ou 200 kilomètres. Il n'y a pas de port, parce qu'il faut creuser ou bien il faut préparer un port aussi et tout ça. Donc bref, il y a beaucoup de coûts qui sont sur l'étape d'exploration. Bref, je me disais que Mourana Souma, ce qu'il a dit, c'est vrai. Pour tous ceux qui ont quand même le bon sens, on ne peut pas se fier sur quelque chose dont on n'a pas de maîtrise du début à la fin. Dire que c'est ça le développement. Parce que le développement, comme je l'ai dit, lorsque ça ne transforme pas ta vie de façon pérenne, ce n'est pas du développement. Lorsque l'homme est exclu dans l'amélioration de ses conditions de vie, on ne développe pas un pays à l'insu des habitants du pays, du peuple. On dit tout ce que tu fais du bien pour moi, si tu le fais à mon insu, ça serait contre moi. Et ce n'est pas l'embellissement des plages ou les trucs qu'on va considérer comme les éléments du développement. Non. Mais je sais que Baouri reviendra un peu sur cet aspect-là. Il viendra nous dire, comme d'habitude, vous connaissez son mot fétiche là, de ce point de vue, les mines vont nous permettre de booster l'agriculture avec l'achat des équipements agricoles et tant d'autres. Mais je vais demander à M. Ba en ce moment, je fantasme là, parce que je sais qu'un des jours il va dire ça. Baouri, vous savez, c'est quelqu'un qui aime jongler là. Mais en ce moment, je vais le demander. Les tracteurs, plus de 450 tracteurs étaient dans le projet Kobiri avant le coup d'État. Les machinieuses batteuses. Où sont passées ces machinieuses batteuses? Parce que quand il dit que les mines vont booster l'agriculture, c'est vrai. Les mines peuvent booster l'agriculture, mais lorsque l'argent des mines là sont... On n'investit pas l'argent là à aménager les plans agricoles, à acheter les équipements agricoles, mais on prend l'argent là pour aller acheter les armements. C'est les blindés qu'on achète. Est-ce qu'en ce moment, on peut parler du développement? Parce que l'exploitation minière est souvent perçue comme un moteur potentiel du développement. L'exploitation minière en tant que telle ne développe pas le pays, mais il peut être un levier pour booster les facteurs de croissance, c'est-à-dire les secteurs qui peuvent développer le pays. Parce que quand on dit souvent que l'agriculture est la base du développement, c'est très simple. Le raisonnement est quoi? Quelqu'un qui n'a pas à manger ne peut pas penser à autre chose. Il faut d'abord être autosuffisant. Tu arrives à manger, on dit un sac vide, on ne peut pas l'arrêter. Il faut d'abord dépasser le problème de manger là. C'est-à-dire, tu n'as pas de souci de manger. Même pour aller à l'école, il faut manger. Si tu ne manges pas, tu meurs. C'est-à-dire, c'est les éléments fondamentaux pour la vie d'un homme. Manger, se nourrir d'abord. C'est pourquoi l'agriculture qui nous permet de se nourrir, là, tout ce qu'on cherche d'abord, on essaye de développer
cet aspect. Quand cela passe, on peut penser à autre chose, c'est-à-dire se loger, se traiter. Voilà les éléments de base qui rend un pays, on dit que tu es un pays soit développé ou en voie de développement. Mais ce n'est pas l'achat des armements. Certains diront peut-être que Dubaï, les pays d'Émirats, là, que c'est à partir du pétrole que ces pays-là sont développés, ou en Arabie Saoudite, ou tout ça là. Certes, mais dans ces pays-là, ils ont su utiliser la manne pétrolière pour développer leur pays. C'est-à-dire la manne pétrolière a permis à ces pays d'Arabie de développer d'autres secteurs comme le tourisme, le transport. Parce que les mines peuvent être le levier de la croissance de beaucoup d'autres secteurs. C'est-à-dire, ils boostent les autres. L'argent que tu gagnes dans les mines, si tu investis dans l'agriculture, tu vas développer l'agriculture. Mais quand l'argent que tu gagnes, à l'heure là, nos recettes minières sont dépensées pour l'achat des blindés, des équipements. Et l'autre partie aussi, quand Mamadi et les Idi Amin ils prennent leur part dedans, c'est pour la sécurité de Mamadi et tous ces trucs-là. Donc, où est le cas, c'est-à-dire où cet argent-là, parce que actuellement la bauxite guinéenne, on est à 125 millions de tonnes par an. Avant le coup d'État, on était en 2020, on était à 100 tonnes. 100 millions de tonnes encore. Ouais. 100 millions de tonnes par an. C'est ce que la Guinée. La Guinée est actuellement le deuxième exportateur de la bauxite. Aujourd'hui, on est à 125 000 tonnes. Mais je me demande, lorsqu'on était à 100 ou au-dessous de 100 même, on déléguait 15% pour en Afrique. Maintenant, on est à 125. En Afrique, on ne parle plus. Tout l'argent, la manne, là, ça va où? Qui connaît en Guinée aujourd'hui la recette réelle de nos mines? Personne ne sait. Donc, rêver dire que les mines peuvent s'user, mais vous savez, quand tu donnes les milliards à un vaurien, il ne peut rien faire, il va gaspiller. C'est lorsque c'est bien utilisé, c'est lorsqu'il y a une politique du développement qui est bien définie, c'est en ce moment qu'on parlera maintenant que les mines peuvent contribuer au développement du pays. Mais quand vous prenez l'Arabie Saoudite ou Dubaï même, moi j'ai eu la chance d'aller là-bas il y a 3 jours, il y a une année, j'étais en vacances, je partais aux Seychelles, mais j'ai fait 2 jours à Dubaï. Mais quand vous allez à l'aéroport international de Dubaï, mais c'est le plus grand aéroport international au monde à l'heure là, en termes de trafic en 2023, il y avait 118 millions de voyageurs. C'est-à-dire, Dubaï est devenu, je vous jure, ceux qui ont voyagé par là-bas, ils peuvent vous dire, c'est une ville. L'aéroport, c'est une ville. Il y a même c'est les petits taxis, mais en sauce là, comme les roulettes qu'on fait dans les terrains de golf là. À l'aéroport, tu peux prendre, hein, c'est pas cher. Si tu dois changer du terminal là où tu dois prendre ta correspondance, tu es en retard, tu prends les taxis véhicules là, dans l'aéroport, à l'enceinte de l'aéroport, hein, pour se déplacer, pour arriver vite, quoi. Mais je vous jure, quand vous regardez, quand vous rentrez dans l'aéroport de Dubaï, là, vous allez dire, décidément, j'ai eu beaucoup d'autres aéroports comme ça, mais
celui de Dubaï m'a impressionné. Et toutes les grandes compagnies du monde ont leur correspondance là. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que les gens viennent directement à Dubaï, non. À partir de l'aéroport de Dubaï, ils peuvent prendre leur correspondance là, soit ils vont en Chine, ils vont par-ci, par-là, tout le monde. Donc, leur manne financière, c'est-à-dire le pétrole, ils ont investi dans d'autres choses. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. C'est-à-dire le développement doit être accompagné par l'intelligence aussi. Donc, ce n'est pas dit que vous êtes, parce qu'on aime dire souvent en Afrique que la malédiction des matières premières, moi je dirais que c'est la malédiction des hommes. Ce n'est pas dire que vous avez les matières premières et que vous êtes... Mais là où avec Mamadi, c'est une malédiction pour la Guinée, parce que actuellement, quand j'ai écouté une des interviews de Baouri qui dit que ils ne veulent pas publier le projet, la convention révisée de Simandou parce qu'on ne peut pas tout mettre sur... Mais écoute, Simandou, ce n'est pas un projet privé, c'est un projet public. Et la Guinée est signataire de IKEA, c'est-à-dire la transparence. Mais quand un premier ministre dit, non, vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas que Simandou soit réalisé, il y a des choses, on ne doit pas tout mettre sur la... Mais ça m'a déçu. Et puis dans tout ça là-bas, où il ne dit pas que son cousin Ahmed Tidiane Souaré, qui avait dilapidé, qui ont vendu Simandou, les blocs 1 et les blocs 2, à cet escroc franco-israélien, il n'a pas parlé de ça. Qu'en 2010, Simandou, la plus grande partie, parce que le bloc 1 et le bloc 2 représentent 60% de Simandou. En 2010, ça n'appartenait pas. C'est en 2014 que Alpha Condé, après les bagarres, que Simandou est revenu dans le portefeuille de l'État. Mais il ne parle même pas de tout ça. Là. Tout ce qu'on voit comme Simandou aujourd'hui, tout était conclu, tout était arrêté avant le coup d'État. Sur les 21 km du tunnel de Marinagoura, 6 km étaient déjà complétés. Le port à eau profond à Morbaya, et ce port-là était un port non seulement minéralier, mais aussi un port de transport de... C'est ça qui était inscrit dans la première convention. Là-bas, c'était réalisé déjà à plus de 60%. Mais avec Mamadi, leur convention révisée, ce port-là ne serait pas un port de marchandises. Ça serait seulement un port minéralier. Et puis, ça ne serait pas un port à eau profond. Les bâches, les bateaux vont s'arrêter en haute mer, comme à Kamsar. C'est ça qu'on a mis dans leur convention révisée. Quand je vous dis, Mamadi a tout bousillé. Même la ligne, c'est-à-dire les levées topographiques qui ont été faites avec la ligne de 700 km du chemin de fer de Kerouane à Fourkaria, c'était fait de sorte que ça passait le maximum de kilomètres qui différenciaient cette ligne-là et les grandes villes qui devraient dépasser, c'était 5 km, le maximum. Certaines villes, même à Kissougou, Farana, ça passait en centre-ville. Avec cette révision-là, Mamadi est venu, ça doit passer à Mamou, à 65 km de Mamou. C'est beaucoup plus proche du Sierra Leone. C'est-à-dire ils ont changé les tracés. Parce qu'en changeant les tracés, ils disent que sur l'ancien tracé, il y avait des obstacles, les montagnes, et que pour pouvoir percer tout ça là, ça demande beaucoup d'argent. Rio Tinto lui dit l'inverse. Or que les Chinois étaient d'accord. Mais c'est pourquoi ils ne veulent même pas publier que les Guinéens sachent. C'est-à-dire, Mamadi est venu mettre du bordel dedans. Quand je vous dis que Simandou ne rapportera que 5% pour la Guinée. Avec Alpha, Simandou rapportait plus de 25% à l'État guinéen.
À 5 ans, on avait une redevance plus de 25 milliards de dollars. Mais Mamadi a tout mélangé, il a tout mis. C'est-à-dire, personne ne connaît quoi que c'est. C'est pourquoi ils ne veulent pas publier. Hein. C'est pourquoi je demande aux Guinéens, vieux ou jeunes, débarrassons-nous de Mamadi. S'il faut le tuer, tuez-le. C'est la légitime défense. Mamadi, c'est le mal incarné. On ne peut pas laisser Mamadi détruire notre avenir, mais aussi détruire le devenir de nos enfants. N'acceptons pas cela. S'il faut mourir pour ça, mourons pour ça. Ne laissons pas ces petits bilakoro venir détruire tout ce qui est du bon. Ah, bon Dieu de bon sang. J'avais tellement l'espoir. Je croyais tellement à ce pays-là parce que lorsque Alpha Condé disait qu'à part le Nigeria, aucun autre pays de l'Afrique de l'Ouest n'allait dépasser la Guinée. Lorsqu'il disait ça, j'étais un peu réticent. Mais je suis parti chercher les informations. J'ai dit, mais pourquoi le vieux dit ça? J'ai cherché et j'ai trouvé qu'il avait raison. Parce qu'il savait ce qu'il faisait. Parce que celui qui n'a pas de vision à court, à moyen et à long terme, ne peut pas bâtir quelque chose pour l'avenir. Celui qui a une vision anticipe, il est 2 fois en avance sur sa population. Ce vieux-là, tout ce qu'il fait pour la Guinée, ou avait fait et continue de faire pour la Guinée, il ne le fait pas pour lui-même. À 86 ans, il le fait de façon désintéressée, parce que la Guinée, c'est sa conviction, c'est sa raison d'être. Il est né pour servir la Guinée. Il s'est donné cette responsabilité. Ce n'est pas tout le monde qui peut se sacrifier pour les causes communes. Parce que les causes communes, généralement, il y a trop de trahison dedans. Mais c'est à nous aujourd'hui, jeunes, vieux, vieillards, c'est à nous de renforcer cette conviction, de dire que ce n'est pas Mamadi qui sera un blocage pour l'émergence de la Guinée. S'il faut l'éliminer d'une façon ou d'une autre, parce qu'il ne connaît que ce langage, il ne connaît que la violence, cherchons à éliminer Mamadi par tous les moyens possibles. Mamadi n'est pas bon pour la Guinée aujourd'hui, il ne sera pas bon pour la Guinée demain. C'est clair. Mamadi, c'est un démon. C'est la racine du mal de la Guinée à l'heure là. Parce que tout ce qui le préoccupe à l'heure là, s'auto-légitimer, c'est-à-dire forcer, organiser la pagaille qu'on dit seulement élection, parce que la France, Macron l'a dit, organise quelque chose, que ça soit bon ou mauvais, nous on va te reconnaître. Quand on te reconnaît, je vais mettre la pression sur beaucoup de gens pour te légitimer. C'est ça, Mamadi. Donc c'est à nous de le barrer la route. Et la seule manière, la seule façon plus rapide, c'est la révolte populaire, l'insurrection de Kassa à Yomou. Alors là, il a embêté, vous savez, ceux qui suivent les infos, excusez-moi, son ami et mentor Paul Kagame, il vient de fermer son aéroport tout de suite. Là, il paraît qu'il y a des mouvements. Et que en RDC aujourd'hui, à Kinshasa, l'ambassade de France est en feu. Les gens ont attaqué l'ambassade de France. Parce qu'ils savent que la France est complice. La France est un soutien
direct de Kagame. Macron soutient 100% Kagame. Les Américains même ont sanctionné Kagame, mais Macron, il le soutient à 100%. Ils ont pris actuellement Goma, mais actuellement, il y a Tshisekedi qui doit venir au Mali. Je crois qu'il doit venir au Mali dans ces jours-ci pour voir l'AES quoi faire et tout ça. En tout cas, la situation n'est pas... Parce que je n'ai pas compris pourquoi le Rwanda, Kigali, ferme son aéroport fermé complètement. C'est qu'il y a quelque chose. Sinon, Kigali, c'est quoi? Kigali ne fait même pas 500 000 km². RDC, c'est le plus grand pays en Afrique de l'Ouest. Comment? En Afrique. RDC, c'est un continent. Je ne connais pas bien le chiffre exact. En tout cas, c'est quelques millions et quelques kilomètres carrés. RDC est très grand. Et la population, c'est près de 80 millions et tout. Je ne sais même pas comment ils peuvent laisser un pays avec 3 ou 4 millions venir annexer chez vous. Je ne sais pas ce que les Congolais font. Depuis plus de 20 ans ou 30 ans maintenant, moi je me rappelle le truc depuis la mort de Mobutu, le RDC est en pagaille là-bas. C'est-à-dire c'est à cause des richesses qui est là-bas. Donc c'est la même chose que Mamadi veut faire en Guinée. C'est à nous d'arrêter ça. Et c'est maintenant qu'on pourra faire ça. Très chers compatriotes, c'est ce cri de cœur que je voulais vous lancer. Il y a quelque chose aussi qui m'a fait rire. J'ai vu le prisonnier malade, Mandian Sidibé, qui dit, depuis son lit de malade, au lieu de se préoccuper sur la peine, disons l'accusation du détournement de 78 milliards, là, il fait un article dans Mosaïque Guinée en disant que l'ONU, le rapport de l'ONU n'est pas vrai, il veut justifier ça, que les Guinéens regardent dans la même direction, les Guinéens sont ceci. J'ai dit, mais toi, tu te fous de qui? C'est une insulte. Je ne sais même pas les journalistes qui vont tendre le micro à un prisonnier. Quelqu'un qui est en faux avec la loi, donc ce qu'il dit, c'est hors la loi. Où les journalistes, il faut des fois, disons, trier. Avant de publier quelqu'un qui est poursuivi pour un détournement, mais qui veut maintenant se rapprocher, la diversion, il dit, il veut avoir la clémence de Mamadi, il va flatter Mamadi et tout ça. Là. Il fait un article, mais ça m'a fait rire, quoi, j'ai dit. Mais c'est nous, c'est-à-dire c'est une foutaise, c'est une insulte contre les Guinéens. Il faut avoir une fermeté. Une fermeté. Parce que quand vous voyez ce délinquant-là, il n'est même plus à l'hôpital. Il paraît qu'il est dans une villa ailleurs. Et que des autres, les Damaros sont malades, des Kassouri, les Gani et tout ça là, eux sont enfermés en prison là-bas. Imaginez-vous un instant que Damaro fait un écrit, on publie ça. Mamadi sera fou de rage. Mais il faut que nous, peuple de Guinée, on se dit maintenant c'est trop. Parce que tout ce que Mamadi fait et ces hommes-là, c'est une foutaise. Mais regardez, quand eux font des mouvements de trucs là, leurs bêtises, les mouvements de soutien ou les parades, est-ce que vous entendez autorisation ou quoi là? La police même vient leur encadrer. Mais demandez-vous que les forces vives demandent à faire une marche pacifique ou quoi? Il interdit. Mais ça, c'est la foutaise. C'est parce que nous, peuple, on est assis, on le regarde. Ils ne sont pas nombreux. Hein. Ceux qui manipulent là, ils viennent donner à des vieilles femmes ou à des jeunes délivrés là. Ils leur donnent 100 000, 200 000. Venez, on va faire ça. Eux, c'est ça, ils achètent la conscience des gens avec les milliards qui sont détruits à l'heure là. Parce qu'en Guinée, il n'y a plus de syndicats, il n'y a rien. Tout ceci, c'est les maboules. Sinon, dans aucun pays au monde, ce que nous vivons en Guinée, on ne peut vivre ça nulle part au monde sans que le peuple ne se révolte. Donc c'est à nous de nous mobiliser, d'en parler autour de nous. Ne disent pas que votre opinion n'a aucun... Non, chacun de nous peut faire quelque chose
toutes nos opinions, quelles que soient nos opinions, chacun aura un impact sur le groupe parce que à ta petite échelle, tu expliques ça à ta mère, à ton père, à ton frère, tu leur dis la réalité, ce qui se passe réellement et ce qui nous attend demain. Tu expliques sur la vérité des faits, parce que le fait guinéen c'est clair, on n'invente rien. Tout ce qu'on appelle les vols là, c'est eux-mêmes qui déclarent. C'est les gens qui sont attrapés, qui sont dans leur propre prison. Donc on n'invente rien. C'est les milliards et des milliards. Mais regardez les pèlerins maintenant qui doivent aller, on dit que toutes les places sont finies. On dit lundi, la liste est ouverte. Les gens vont aujourd'hui, mardi, on dit il n'y a plus de place. Mais tout ça, c'est parce que la population est assise, il le regarde. Donc il fait ce qu'il veut. Très chers compatriotes, c'est avec plaisir que j'ai souhaité partager cette vidéo avec vous. Mais avant de finir ma vidéo, j'aimerais aussi attirer l'attention de quelqu'un là, un monsieur, je ne connais même pas son nom, il prend mes vidéos, il partage ça sur YouTube. Bon, c'est pas le fait de partager la vidéo qui me fait mal, mais non seulement mon nom, il dit Mohamed Lamine Camara. Moi, je ne suis pas Mohamed Lamine Camara, c'est Mohamed Lamine Condé. Et puis quand il fait ça, lui, il monétise. Moi, ma page n'est pas monétisée. Donc, à partir de mes vidéos, il gagne l'argent dessus. Mais il ne me consulte même pas pour demander est-ce que je peux publier ta vidéo sur ta page. Il ne me demande pas. Il le fait comme ça, il fait l'argent sur mon dos. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire par après. Non seulement, il n'écrit pas bien mon nom, moi, je ne suis pas camarade. Donc, cette personne-là, si vous le connaissez, dites-lui de me contacter parce que s'il continue dans ça, moi, je peux écrire aussi à YouTube pour qu'on bloque ces trucs. Je peux porter plainte parce que c'est pas normal. Quand tu dois utiliser l'œuvre de quelqu'un, tu le contactes d'abord, tu parles avec lui, mais tu prends comme ça, comme si c'est... Et puis, tu veux faire l'argent avec ça. Soyons sérieux. Donc, très chers amis, merci de votre attention et le combat continue. Ce que je vous dis, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Ensemble, prenons ce courage-là de déchirer, de nous déchaîner de la peur pour affronter Mamadi. C'est la seule solution. Mamadi n'est pas un être humain comme vous et moi. Mamadi ne connaît pas le langage de raison. Mamadi ne connaît que la violence. C'est la violence. Mamadi est né dans la douleur de cette violence. Il a grandi dedans et il va mourir dans ça. Donc libérons-nous de cette peur. Expliquons à nos parents, à nos frères, les réalités de la Guinée. Parce que seule la lutte libère. C'est la lutte qui libère. Parce qu'on est droit au mur comme ça. Rien ne va s'améliorer des jours et les mois à venir. Mamadi, lui, tout son combat, c'est pour s'auto-légitimer. Se dire, je suis président demain. C'est ça qu'il cherche. Mais c'est à nous d'agir maintenant. N'attendons pas que ce jour vienne pour essayer. Parce que Mamadi, c'est tout ce qu'il fait, même s'il arrive à faire ça, les problèmes là, il aura des problèmes jusqu'à la fin de sa vie. Parce que le problème de Mamadi, c'est qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. La gestion de la Guinée est plus forte que lui. Ça l'échappe, mais il veut forcer. Donc on va l'aider à sortir. C'est-à-dire on l'aide à quitter maintenant. Merci Papa Dozo. Merci Abdoulaye Kourouman Diallo, Ali Badara Condé et à tous ceux qui sont
soit derrière leur téléphone ou qui n'ont pas eu le temps de suivre ma vidéo. Je vous dis tous merci et courage à tout le monde. Que Dieu vous bénisse et que la lutte continue. Merci beaucoup. Bye bye.